Semaine de lessive générale sur les marchés, que ce soit sur les traditionnels mais également sur les cryptos. Oui, il y a eu quelques petites surprises. Faisons le point sur les marchés et de ce qui a provoqué cela. Le gros chiffre de la semaine, oui, une fois n'est pas coutume, mais on ne parle que de ça, même d'ailleurs sur TF1, l'inflation. C'était aux États-Unis, on attendait 0,4%, il en est ressorti finalement plus 0,6% le mois dernier, ce qui nous donne sur les 12 derniers mois glissants 7,5% d'inflation aux États-Unis, ce qui est énorme, la plus forte hausse depuis 1982. Et ça concerne le logement, l'alimentation, l'ameublement, les soins médicaux, l'automobile. J'aurais peut-être pu résumer en disant simplement tous les domaines. C'est donc la 7e fois depuis 12 mois que l'inflation progresse chaque mois d'au moins 0,5% de plus. Preuve que c'est bien en place. C'est alors que la réaction du marché a été sans appel, avec un taux à 10 ans aux États-Unis qui a dépassé les 2%. Instantanément, les probabilités de hausse des taux pour le mois de mars ont augmenté à presque 100% pour une double remontée des taux d'un coup. Alors qu'il y a un mois, on était plutôt d'accord pour que ce soit simplement 25 points de base. Ce sera donc très probablement 50 points de base de plus au mois de mars. Alors, la réaction du marché a été sans appel, pas forcément, puisqu'ils ont quand même mis une bonne heure avant de digérer tout ça, et ça s'est plutôt bien passé au niveau de la digestion. Petite hausse du dollar américain, repli de l'or et de l'argent, repli également de tout ce qui est actif risqué, donc les indices, avant finalement de repartir à nouveau dans l'autre sens, c'est-à-dire dans la tendance de la semaine. Et puis quelques heures plus tard, voilà ce qui s'est passé. Parce que oui, c'est encore une exclusivité mondiale uniquement pour nous. Fucking bullish, bro. Ouais, moi aussi je suis short. Non mais ça me gave là. Mec, on relève les taux, les trucs qui montent, ça me gave. Tu vas voir comment ils vont baliser. Voilà. Hello, ladies and gentlemen, be quiet, please sit down. Oui, je sais, je vais me présenter, c'est la première fois que vous me voyez en exclusivité mondiale dans la chaîne YouTube de Xav. My name is Lar. Boulard. Bon, appelez-moi James. Bon, à un moment donné, les gars, va falloir prendre une décision parce que y aller comme ça, comme il a fait GG là, la semaine dernière en mode j'y vais pas, moi je vais pas y aller avec le dos de la cuillère. Je deviens donc, par la présente, messieurs, dames, radicalement, oui, j'ai bien dit radicalement, en faveur d'une augmentation des taux. C'est pas fini. Parce que visiblement, augmentation des taux, ça vous fait pas peur. Eh ben, moi je vous dis, on va passer de 0 à 1% d'ici le mois de juillet. Oui, 100 points de base de hausse des taux en 3 mois, en 3 réunions. Fast and furious. Voilà. Ouais, exactement, c'est un bon exemple. Est-ce que les marchés ils gerbent là? Ouais? C'est bon? Oh yes. Yeah, je pourrais gagner de l'argent en étant short, c'est bon ça. Vous avez bien dit que ça allait baisser le marché. Ouais, on va voir s'ils ont bien digéré là, tu vois. Faut que j'aille remplir les papiers là pour changer de nom là, parce que Boulard, James Bérard. Ouais, c'est pas mal ça, James Bérard. Rendez-vous le 14 février, oui c'est exceptionnel, réunion inopinée des membres de la Fed pour parler de tout ça. En attendant la semaine prochaine, nous aurons les ventes au détail aux États-Unis. Nous aurons également les minutes du FOMC, oui ce sont les précisions un petit peu plus en détail de tout ce qu'ont raconté les membres du board. Tu te souviens suite au discours de Jérôme Powell qui était un petit peu évasif. Et le PPI, la suite du CPI, c'est donc les prix à la production aux États-Unis. Mickey a publié ses chiffres et c'est 34% de hausse du chiffre d'affaires. Presque 22 milliards de dollars, c'est plus de 1,5 de plus que prévu. Et oui, aujourd'hui, il y a 130 millions d'abonnés à Disney+. C'est une hausse de près de 12 millions d'abonnements supplémentaires sur le trimestre. Croissance donc phénoménale. Mickey et Donald ne vont pas s'arrêter là. Je sais pas pourquoi je fais une fixation sur Mickey et Donald. Probablement lié à un traumatisme d'enfance. Parce qu'ils ont d'autres choses quand même, Disney. Oui, ils vont investir jusqu'à 1 milliard de dollars. Ah, il a des sous, hein, Mickey. Ah oui, mais c'est plutôt Picsou. En programmation et en production de contenu, ce qui m'incite donc particulièrement à garder mon abonnement. L'action s'est envolée que de 3%. L'Oréal, quant à elle, on est à 4,6 milliards d'euros. C'est son bénéfice annuel, lui permettant d'annoncer une augmentation de 20% de son dividende, qui s'élèvera donc à 4,8 € par action détenue. L'Oréal surperforme sur son marché. En même temps, c'est normal, parce que je le vaux bien. Mais visiblement, c'était pas suffisant pour les actionnaires, même si c'était supérieur aux attentes. Très compliqué pour l'action depuis ce début d'année. Elle a perdu, pour le moment, 15%. Nouveau record annuel de son résultat net,
5,64 milliards d'euros. C'est mieux que ses précédents records qui avaient été réalisés en 2006. Et oui, Société Générale fait mieux que prévu. Pour autant, elle prévoit quand même de supprimer 3700 emplois entre 2023 et 2025. Et en même temps, elle lancera un programme de rachat d'actions à hauteur de 900 millions d'euros. L'action a déjà été multipliée par 3 depuis le pire du Covid. Alimenté d'autant plus ces dernières semaines, tu le sais, par cette perspective de remontée des taux. Et oui, parce que le secteur bancaire, du coup, fera un petit peu plus de marge. Globalement, si on regarde au niveau du SP500, 56% des entreprises ont publié. Alors, c'était les chiffres de la fin de la semaine dernière, mais vu qu'au moment où je tourne la vidéo, j'ai pas encore les derniers chiffres, soyons précis. Et bien, sur ces 56% d'entreprises qui ont publié, 76% d'entre elles ont fait mieux que prévu en termes de bénéfices nets par action. In English, EPS, Earning Per Share. Oh, per share. Non, mais ça, c'est du sud, ça. On est donc à 76% mieux que prévu, c'est dans la moyenne des 5 dernières années. Les publications, donc, sont bonnes, mais c'est pas non plus exceptionnel. Lessiveuses, donc, nous disions sur l'ensemble des marchés. Lessiveuses, qui signifie va-et-vient, comme ça. Entre toutes les zones basses qu'on avait déjà évoquées il y a 2 semaines, qui ont très bien réagi, que ce soit sur le Dow Jones, le DAX, mais également le SP500. Et d'autre part, nous l'avons également évoqué dimanche dernier, ces fameuses résistances intermédiaires en daily, qui ont provoqué des réactions techniques légitimes, et en même temps, par rapport à ce qui s'est passé, ça devient logique. Les 35 600 sur l'indice Dow Jones, la MM50 daily en rouge ici, que ce soit sur le DAX, mais également sur le S&P 500. J'ai donc cette semaine fait très simple. Comme j'ai expliqué dimanche dernier, je privilégie les achats dans le sens de la tendance weekly, mais également dans le sens du flux horaire, car en daily, on est neutre, c'est ni haussier ni baissier. J'avais des signaux positifs, notamment sur l'indice Dow Jones. J'ai privilégié celui-là. Le DAX était un petit peu plus poussif, quand bien même il a donné quand même quelques centaines de points. Donc le Dow Jones de 35 002 à 35 008. Et la semaine prochaine, est-ce qu'il faut changer de fusil d'épaule? Est-ce que j'ai des éléments que le marché me donne pour comprendre qu'il faut inverser, accentuer, à faire autre chose que de continuer à travailler dans ces bornes? La réponse est pour le moment non. Je vais donc probablement la semaine prochaine continuer à travailler dans ce sens-là, sur des unités de temps courtes, parce que c'est vrai, et on l'avait déjà évoqué ensemble, que le timing en daily, en swing, il n'est pas foufou. Bah oui, parce qu'on est en milieu de range daily, donc c'est un peu délicat. Et c'est vrai que le timing est moins idéal qu'il y a 2 semaines, quand bien même il y a 2 semaines, c'était mode panique générale, le début de la fin, the end of the world. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est ça que l'analyse technique, des fois, ça nous permet d'être un petit peu plus humble, et surtout objectif. Donc, autant en profiter. Faut-il pour autant viser des nouveaux records historiques? Puisque tu cherches des achats, ça veut dire que tu vises to the moon? Bah pas forcément. Et étant donné qu'on échoue toujours sous des zones daily, ce sont des grosses zones de résistance, faudra les passer avec force et surtout s'installer au-dessus pendant plusieurs jours. Là, à ce moment-là, on pourra éventuellement évoquer l'éventualité de chercher des records historiques. Pour le moment, en tout cas, les catalyseurs vont pas dans ce sens-là. Donc, tu l'as compris, je fais simple, le plus efficace possible. Nul besoin d'essayer d'anticiper, ça va s'effondrer, ça va exploser. Je pense qu'il faut éviter le plus possible d'être toujours dans ce sentiment de Tiens d'ailleurs, on va rappeler une chose importante. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Plus on trade et plus c'est compliqué. Parce qu'on va essayer le plus possible sur des unités de temps très courtes de chercher le point haut, chercher le point bas, d'essayer d'être contre le flux, d'anticiper que cette zone elle va tenir, d'anticiper qu'on va pas péter la résistance. Et dans les moments où il y a comme ça beaucoup de lessiveuses, c'est vrai que plus on clique finalement et plus on se met en risque. Et surtout, on dépense beaucoup d'énergie. Donc, lorsqu'on a des moments importants sur le marché, sur des gros niveaux, c'est à ce moment-là qu'il faut passer à l'action. Ou alors, lorsqu'il y a un flux qui est en place, essayer d'en attraper une partie, parce qu'on n'attrapera jamais ou très rarement le point bas et le point haut d'un mouvement. Et lorsqu'il y a comme ça des mouvements de va-et-vient assez violents, faut réduire le rythme. Attendre que le marché réagisse sur cette zone clé et avoir un peu de patience. Ne pas être frustré si ça part pas tout de suite. Ne pas être frustré non plus si ça part dans son sens puis finalement tout retombe. Parce que c'est une période de marché. C'est comme ça, il y aura plein d'autres. Parce que j'en vois beaucoup qui sont en mode frustration. J'aurais pu, j'aurais dû. Mais c'est pas comme ça qu'on avance. Vaut mieux privilégier sa méthode d'intervention et son unité de temps privilégiée avec patience et rigueur plutôt que de se mettre en risque en permanence. Alors qu'en plus, on sait déjà, on l'avait vu ensemble dimanche dernier, que le timing n'était pas ouf et qu'il y avait quand même une forte probabilité que ça lessive. Donc on s'adapte. On n'est pas dans un timing hyper intéressant, donc aucun intérêt d'être ultra actif.
Hormis l'ego et l'impatience. Ça, c'est vrai. Par contre, quand il y a des bonnes conditions, quand il y a du flux, et quand on voit qu'il y a des grosses opportunités, c'est à ce moment-là qu'il faut y aller. S'il se passe rien, pourquoi perdre son énergie lorsqu'on a des périodes creuses? Tiens, d'ailleurs, en parlant de périodes creuses, c'était quand même beaucoup plus compliqué sur l'eurodoll. J'ai cherché à le vendre en mode je poursuis dans la tendance baissière dans laquelle il est depuis 9 mois, en mode tentative de bull trap. Il a lessivé, hein, comme tout le reste. J'ai pas trop insisté. Bon, c'est pas parti. J'ai pris ma petite perte de 11 pips sur une demi-position. C'est pas grave, je passe à autre chose, ça dégage. Franchement, pas le plus intéressant, je vais pas insister. Travail à l'achat sur l'argent qui était bien parti jusqu'à ce que James ouvre la bouche. Merci James. Ouais. J'ai donc dû m'adapter, alléger une partie de mes positions puisque j'en ai plusieurs ouvertes. Même si globalement, je reste positif, car pour moi rien n'est invalidé, en tout cas tant qu'on reste au-dessus des 22 $. Le pétrole quant à lui continue sa route tranquillement au-dessus de sa MM20 Daily, ici en bleu. On n'est pas prêt de payer l'essence moins chère. Petite actualisation de la vidéo crypto de 7-8 minutes que j'ai réalisée jeudi un peu tardivement. Merci d'ailleurs pour vos retours quand même. Oui, c'est parce qu'entre temps, je me suis cassé une côte et du coup, bon, j'étais pas trop au top. Mais bon, là, je suis au top. Faisons cette petite actualisation en 3 points. Tout va bien de manière générale. Même si effectivement, on a cette zone de résistance au-dessus de la tête qui correspond à la MM50 Daily sur l'ensemble des cryptos, c'est-à-dire la capitalisation totale. C'est représenté ici. C'est globalement à peu près la même chose partout. C'est une phase de latérisation technique, une réaction qui n'est pas négative. En tout cas, qui ne remet pas en question le pump de ces derniers jours. Le pump, je voulais dire. Deuxième chose, l'essentiel n'est pas d'accélérer. C'est de s'installer au-dessus des résistances et de matérialiser des plus bas de plus en plus haut et ce, de manière calme, de manière zen et progressive. C'est chiant hein, quand on parle comme ça doucement, hein, moi je trouve. Voici ici quelques exemples en données horaires de plus bas, de plus en plus haut qui sont en train d'être construits en données horaires sur le Bitcoin, l'Ethereum, EGLD, Sand, AAVE, Mana. Oui, on va faire les 1872 cryptos qui existent. Troisième chose, donc, nous sommes dans une zone d'allègement partiel, parce qu'on a bien pumpé un peu partout, entre 40 et 100%, simplement pour garder la main sur son trading. Parce qu'on n'est pas certain que ça rebaisse pas de 10-15%. Partiellement, pourquoi? Parce que les tendances de fond restent haussières, que ce qu'on a vécu ces derniers jours-là, c'est très positif. Je peux me tromper, mais je garde quand même en tête la possibilité d'un short squeeze. C'est-à-dire que les shorts se rachètent et du coup qu'on ait un gros pump assez violent dans le week-end, pourquoi pas. Donc, potentiel toujours intact. 41 000 $ sur le Bitcoin, 2 900 $ sur l'Ethereum. Ce sont les gros niveaux à ne pas enfoncer sur les majeurs pour remettre en cause cette tendance haussière qu'on a mis en place en horaire ces derniers jours. Pendant ce temps-là, Binance va sortir 200 millions de dollars pour investir dans Forbes, histoire d'avoir 2 sièges sur les 9 qui sont au conseil d'administration, ce qui permettra très probablement de faire un petit peu de lobbying crypto dans le monde merveilleux des investisseurs et des riches. Sachant que le magazine Forbes va s'introduire en bourse au premier trimestre dans le NYSE. Le gouvernement et la Banque de Russie se sont accordés pour préparer un projet de loi sur la circulation des crypto-monnaies, et ce à partir du 18 février. Ils les considèrent d'ailleurs plus comme des devises que comme des actifs financiers. On joue sur les mots. Sachant que c'est des mots utilisés en russe, donc bon, voilà. Et voilà, c'est maintenant à toi de jouer pour le pouce bleu si ça t'a plu. Bienvenue aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers jours. Merci à tous les fidèles qui sont toujours là le dimanche matin à 10 h et ceux qui le visionnent après en replay parce qu'ils ont d'autres choses à faire le dimanche matin, ce qui est tout à fait normal et je comprends. N'hésitez pas à laisser un petit mot, poser éventuellement vos questions en commentaire. Merci à vous, je vous fais une grosse bise. Ciao!